pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Ravi de vous revoir après une semaine d'absence. Et pendant cette semaine, que de choses incroyables. Donald Trump de retour, immédiatement, vraiment, le ton change. Immédiatement, le Moyen-Orient se calme. Et Donald Trump donne 100 jours pour que la guerre en Ukraine s'arrête. Bon, enfin, pour que la guerre s'arrête, il faut être deux. Il faut que M. Poutine accepte les négociations, ce qu'il va faire, j'en suis sûr, mais après, il faut être d'accord. Et ça, c'est pas du tout évident, car la Russie, à l'évidence, est gagnante dans cette guerre. Et est-ce que M. Poutine va céder aux injonctions de M. Trump? Ah, j'en suis beaucoup moins sûr. Alors, à l'évidence, M. Poutine présentera un plan qui sera suivi ou pas par Donald Trump. Mais, à mon avis, c'est un plan global qui peut être présenté, et non pas un plan sur l'Ukraine qui serait trop défavorable aux États-Unis, et trop défavorable à l'Occident qui a aidé Zelensky. Alors, les combats, évidemment, vont redoubler pendant ces 90 jours, 95 jours, chacun essayant, cette fois-ci, de prendre un maximum de terrain, ou de résister à un maximum. Car prendre pour les Ukrainiens, c'est bien fini, mais ils vont à l'évidence résister. Car vraiment, on peut tout dire sur les Ukrainiens, sauf que ce ne sont pas des bons combattants. Ce sont des bons combattants. Voilà. Eh bien, écoutez, donc, voilà la revue de presse numéro 423, je crois. Ah, autre chose, demain, samedi, il n'y aura pas de revue de presse, il y aura une rediffusion, parce que demain, samedi, c'est un anniversaire d'un de mes enfants. Donc, pas possible d'être là demain, samedi. Par contre, je ferai la diffusion de la revue de presse le dimanche. Voilà, mes chers abonnés. Eh bien, j'espère que vous allez revenir sur la chaîne, car j'ai vu là, c'était pas vraiment ça. Allez, la revue de presse. Au revoir. 90 jours de suspension du programme d'aide militaire et 100 jours pour faire la paix avec les Russes. Bon, on voit bien que là, les Russes vont avoir une fenêtre de tir pour appuyer sur l'accélérateur si c'est nécessaire. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stock de munitions en Ukraine qui sont déjà prépositionnés, mais on sait à quel point ils peuvent être vulnérables à des frappes russes d'aviation, de missiles, etc., ou même de sabotage, de la part des mouvements de résistance dont on a déjà parlé. Donc aujourd'hui, la situation, elle est pas désespérée, mais elle est extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Et Trump vient de signifier que pour lui, cette affaire doit être réglée. Mais pour nous, ça change pas grand-chose parce que M. Trump travaille aux intérêts des États-Unis. La Russie a ses propres intérêts qui sont différents des intérêts des États-Unis. Il veut faire l'Amérique, d'après son slogan « Make America Great Again »,
Son partenaire, Monsieur Musk, veut transparaître ce slogan en Europe, donc Make Europe Great Again. Nous, on pense à faire la Russie de nouveau la grande, donc Make Russia Great Again. Et c'est pour ça qu'on a des intérêts différents. Monsieur Trump, il a la logique d'un businessman, donc la logique de ce qu'on appelle en anglais le deal, utilise tout le poids militaire, économique, politique des États-Unis pour attraper les deals dans tous les sens, notamment dans la géopolitique. Je ne sais pas si ça va marcher partout. Peut-être avec Canada ou avec Groenland, ça peut aller, mais avec la Russie, ça va pas marcher. Il faut, pour avoir un accord, il faut penser des questions de sécurité. C'est ce qu'a dit président Poutine, c'est que on a une sécurité unie pour tous, et pas une sécurité pour une partie et en sécurité pour une autre. Donc, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On attend les entretiens entre les deux présidents de superpuissance, mais à mon avis, il faut pas avoir l'illusion, et donc il faut toujours penser aux intérêts de notre pays et pas des intérêts des États-Unis. Le président Zelensky, enfin on dit président alors qu'il est plus président, mais il a appelé Donald Trump en disant qu'il était favorable à une paix immédiate, et il va prendre contact, il va réhabiliter le président Poutine sur la scène internationale, alors que nous, on a justement des poursuites contre crimes contre l'humanité. Enfin, c'est d'un ridicule sans nom. On n'a jamais pris le recul des choses. Et on a foncé tête bêche avec des gens qui étaient enragés, comme Biden, qui était un interventionniste démocrate depuis très longtemps. Et vous avez fait une brillante rétrospective de toute la politique étrangère depuis des années. Et Biden était un champion de l'intervention et des guerres. Avec la Yougoslavie, je me souviens de Biden qui disait « Nous allons bombarder la Serbie avec une force ». Alors là, il était enragé. Oui. C'est assez notoire. Effectivement, l'Ukraine, je pense, a été un grand révélateur de beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Ce qui pouvait, j'ai évoqué la question de l'Irak, pouvait penser à la suite de l'Irak, on était dans la séquence ouverte avec le 11 septembre, qu'il y avait le traumatisme des tours qui existait, que le monde occidental, nous compris, étions au chevet des Américains quand ils ont perdu les 3000 personnes dans les tours, et que l'émergence du djihadisme à l'époque, à la face du monde, et pouvait finalement justifier l'intervention en Irak. Il y avait cette justification-là. Avec l'agression russe contre l'Ukraine et la version qu'on nous a proposée, on va dire, pendant 2 ans, à laquelle on était sommé d'adhérer, c'est que 2014 n'existait pas, que les accords de Minsk n'existaient pas. Ça s'appelle un storytelling. Voilà, une narration. Voilà, une narration, voilà. Un poncif que tout le monde doit accepter. On doit s'agenouiller contre... et des intellectuels. Alors, il y a tout un relais médiatique, intellectuel. Alors, les médias, il y a LCI, qui est une chaîne complètement pro-ukrainienne, avec des intellectuels comme BHL, qui est intervenu encore sur la chaîne de CNews en disant « Poutine est notre ennemi ». Mais je pense qu'il y a de la schizophrénie. Parce que j'ai l'impression, alors lui qui veut paraître pour être un des hommes les plus intelligents de France, je ne sais pas s'il connaît vraiment la Russie. Parce que Poutine est un centriste sur le jeu politique russe. La nuit dernière, un nouveau raid de drones ukrainiens a été lancé sur la Russie et plusieurs dizaines de ces drones ont été abattus par la défense aérienne russe. Et certains ont atteint leur cible, comme une raffinerie à Ryazan qui est actuellement en feu. Et comment, finalement, finalement d'une démarche qui, donnons-leur le bénéfice du doute, à Bush, à Sarkozy, à Cameron, à Barack Obama, de déclencher ces guerres, alors que Barack Obama avait plutôt été élu pour les arrêter, comme Trump, mais Bush, Sarkozy, prenons ces 2 leaders, ont déclenché l'un l'Irak, l'autre la Libye, le bénéfice du doute en disant, finalement, le dictateur, peut-être que oui, il fallait de la démocratie, peut-être que oui, il fallait virer Saddam et virer Kadhafi. Quand on fait le bilan, 20 ans après ces interventions, 30 ans après ces interventions, les pays sont fracassés. La Libye est un pays dans lequel j'ai séjourné, dans le coin de Benghazi, il y a 3 ans.
j'ai trouvé un pays anéanti, dans lequel, en dehors des installations militaires, des checkpoints et de quelques casernes, rien n'avait été réparé. Le centre-ville de Benghazi était une sorte de gruyère de béton, de millefeuilles de béton, des destructions occasionnées par le combat titanesque qui avait eu lieu entre le maréchal Haftar et les djihadistes qui avaient conquis ce centre-ville. Mossoul, pareil. Alep, quelque part, si on prend la Syrie, même s'il y a eu plusieurs épisodes, la Syrie est encore plus compliquée. Mais globalement, l'action que nous avons menée, nous, occidentaux, je termine là-dessus, dans ces pays, a conduit à un océan de ruines. S'interroger à partir de cet océan de ruines et se dire comment et pourquoi les populations locales nous percevraient-elles comme des bienfaiteurs. Et c'est là où je pose la question, ne sommes-nous pas, avec ces actions, devenus le mal nous-mêmes? L'émergence des BRICS, le Sud global, auquel s'attachent évidemment des puissances leaders comme la Chine et la Russie, qui ont bien l'intention de prendre leur revanche sur l'Occident, en profitant de ça. Et regardez pour la guerre en Ukraine, dernier mot, on a dit on va isoler Poutine, on va l'isoler mondialement, on va le mettre à bas, et on s'est rendu compte que les 2/3 de l'humanité n'avaient pas du tout la même opinion et ne considéraient pas la guerre en Ukraine comme une agression. Direction à présent le terrain avec, comme toujours en commençant avec l'oblast de Koursk. Alors avant de nous rendre sur la ligne de front, je souhaiterais faire un petit point avec vous sur le matériel nord-coréen qui est utilisé par les Russes dans ce secteur. Alors tout d'abord, ces derniers utilisent un canon automoteur M1989 Koksan de 170 mm, donc cela renforce donc l'artillerie russe. Ensuite, ils utilisent également des missiles balistiques KN-23. Ils utilisent également un dérivé du Tor soviétique, donc ça c'est pour la défense aérienne. Un missile anti-char qui répond au nom de Bullseye 4, qui est donc installé sur un véhicule blindé de transport de troupes, et qui est donc utilisé contre les chars ennemis avec une portée de 10 à 25 km. Et enfin, ils utilisent également un nouveau lance-roquettes multiple de 122 mm installé dans un camion civil blanc, comme ici vous pouvez voir sur l'image, afin de pouvoir tromper les drones kamikazes ukrainiens. Et on a bien compris que puisque les Ukrainiens s'obstinaient à envoyer leurs meilleures unités se faire concasser sous les feux, comme je viens de le rappeler, de l'artillerie et de l'aviation russe, il n'y a pas besoin d'accélérer plus que ça pour reconquérir ce terrain qui est devenu un cimetière pour l'armée ukrainienne, hein, faut être clair. Et pour le matériel aussi, puisqu'on n'a pas arrêté de parler du nombre de véhicules blindés et de chars, dont des Challenger, des MA Abrams, des Léopard 2 qui ont été détruits dans cette zone depuis le 6 août de l'année dernière. C'est une véritable catastrophe pour l'armée ukrainienne, il ne faut pas se le cacher. Nous arrivons maintenant dans le secteur de Velika Novosilka, où au nord, ici, c'est un char ukrainien qui a été détruit le 21 janvier par un drone kamikaze russe. Ces derniers ont sécurisé donc le secteur au sud du village de Novi Komar, donc ils contrôlent maintenant depuis plusieurs jours. Comme vous pouvez le constater ici, les Russes ont lancé l'assaut sur le centre-ville de Velika Novosilka, où ils ont ici donc érigé donc leur drapeau donc ce matin. Donc ce qui sous-entend que le secteur est maintenant sous contrôle des Russes, qui donc grâce à leur infanterie ont réussi donc à sécuriser donc ce terrain ici que vous voyez donc en violet. Donc gains qui ont été effectués ces 2 derniers jours. La question qui se pose ici, est-ce qu'il reste beaucoup de soldats ukrainiens donc sur la partie sud de Velika Novosilka, ce qui voudrait dire qu'ils sont en passe d'être encerclés. Et au nord-ouest de Velika Novosilka, ici, un groupe d'infanterie a réussi à passer donc la rivière ici avant d'être bombardé par l'artillerie russe qui est de plus en plus active donc sur Velika Novosilka. Mais ici, comme vous pouvez donc le constater, la seule évacuation possible et terrestre, c'était par l'ouest, mais qui est maintenant sous contrôle des Russes. Et si les Ukrainiens souhaitent quitter donc Velika Novosilka, il y a cette rivière ici qui va perturber cette opération. Moscou répond à Donald Trump que la guerre ne dépend pas du prix du pétrole. Le président américain veut demander à l'OPEP et tout particulièrement à l'Arabie Saoudite de faire baisser le cours du brut.
Selon le président américain, les pays producteurs de pétrole portent la responsabilité de la poursuite de la guerre en Ukraine et la baisse du prix du baril mettrait fin au conflit. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough that war will continue. You got to bring down the oil price. You got to end that war. Our efforts to secure a peace settlement between Russia and Ukraine are now hopefully underway. It's so important to get that done. That is an absolute killing field. Millions of soldiers are being killed. Nobody's seen anything like it since World War II. Le président américain s'adressait aux participants du Forum économique mondial de Davos. Les propos de Donald Trump ont immédiatement été suivis d'une forte baisse des cours du brut sur les marchés. Selon Donald Trump, frapper la Russie au portefeuille en baissant les prix du pétrole serait un moyen de pression efficace pour accélérer les négociations en vue d'un accord avec l'Ukraine. Le projet du président américain risque de se heurter à l'Iran, qui est à la fois membre de l'OPEP et allié de la Russie. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, répond que selon la Russie, la guerre découle d'une menace pour sa sécurité nationale. Ou à Toretsk, donc vous le voyez, les combats se poursuivent dans le secteur en général. Hein, ça se concentre maintenant donc autour de la ville elle-même pour élargir la zone de sécurité autour de la ville. Hein. Vous voyez la carte en zoom qui est présentée donc en bas à droite de la carte, où vous voyez qu'il y a plusieurs attaques russes qui sont menées à la fois vers le nord, vers l'ouest et vers le sud-ouest, à peu près partout autour du périmètre qu'ils contrôlent dans la ville, hein, pour s'assurer notamment du contrôle de certains terrils qui dominent encore la ville et qui peuvent prendre donc les Russes enfin, si les Ukrainiens sont installés dessus bien sûr, qui peuvent prendre les Russes en enfilade à l'intérieur de la ville. Donc il faut à tout prix sécuriser tout ça. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne les puits de mines, hein, puisqu'on est en plein dans le Donbass minier. Donc les Russes continuent d'opérer, et vous voyez sur la grande carte, qui continue d'opérer pas seulement depuis Toretsk, mais aussi, donc on en avait déjà parlé la semaine dernière, sur le flanc, puisque c'est une espèce d'avancée vers le nord, hein, sur le flanc occidental de leur percée, ils continuent de progresser pour prendre en enfilade, hein, c'est tout ce que vous voyez en couleur rosée sur le fond de la carte, c'est les fortifications, les défenses ukrainiennes, pour les prendre en enfilade, hein, de pas avoir à les attaquer depuis le sud vers le nord, mais de les attaquer d'est en ouest, afin de les prendre en enfilade ou à revers, et de s'emparer plus facilement du terrain qui est protégé par ces lignes de défense. Donc en résumé, les combats continuent sur l'ensemble de la ligne de front, avec des gains de terrain pour les Russes à Koursk, sur le front de Luhansk, dans les combats urbains de Chassifiar et de Toretsk également, et ils continuent leur attaque de flanc à l'ouest de Pokrovsk, et enfin, ils ont pris le contrôle du centre-ville de Velika Novosilka. Trump vient de donner à Poutine 90 jours pour gagner la guerre. Fondamentalement, il dit à Poutine que je coupe l'aide. Vous devez faire ce que vous devez faire dans 90 jours, car après nous allons faire un examen. Et si nous n'avons pas un accord d'ici là, vous savez, nous devrons réfléchir à la façon dont nous voulons aller de l'avant. Mais Poutine a rencontré son équipe de sécurité nationale et a dit qu'il attendait avec impatience de parler avec le président Trump de l'Ukraine. Je pense que pendant que ces 90 jours de l'aide gelée à l'Ukraine est en cours de mise en œuvre, il y aura une rencontre ou au moins une conversation entre Poutine et Trump, peut-être plusieurs conversations. Vous savez, les politiciens américains, et souvent, ils simplifient les choses pour ses électeurs. Donc, lors de la campagne électorale, il a dit oui, je vais régler le conflit en Ukraine à une journée. Hier, quand il a signé ses premiers décrets, les journalistes l'ont demandé, est-ce que vous êtes prêt à régler? Il a dit, il me reste encore demi-journée, donc peut-être ça prendra des mois, peut-être ça prendra des années, on ne sait pas. Pour nous, ce qui est important dans cette situation, c'est que les buts de l'opération spéciale militaire sont atteints.
C'est pas que la Russie veut manger un morceau de la territoire ukrainienne. On veut pas avoir l'Ukraine pro-nazie et on veut pas avoir l'Ukraine militarisée avec les bases de l'OTAN sur son territoire. Donc, si ces choses-là, on peut régler, on peut discuter, à mon avis, c'est possible de petit à petit trouver un compromis. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que les États-Unis sont également de nouveau un pays libre. Il y a un ordre exécutif qui a mis un terme à toute censure de l'État. Nous n'allons pas censurer la parole de nos citoyens, la qualifiant de désinformation ou de fake news, qui sont les mots favoris de ceux qui souhaitent qui souhaitent entraver le libre-échange d'idées. Nous voulons la liberté d'expression dans notre pays et nous l'avons dit clairement, il y a un autre ordre exécutif historique. Nous avons décidé de lutter contre cette arme de censure, contre le peuple américain et même contre la classe politique. Mon administration a pris des mesures pour abolir toute forme de... Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une particularité dans la diffusion de ce discours. Il va être en léger différé. Pourquoi, Aurélie? Alors, on a constaté à plusieurs reprises que Donald Trump a tenu des propos racistes, d'extrême droite, xénophobes, d'incitation à la haine également. Et donc, nous avons décidé de diffuser ce discours avec un léger différé pour prendre tout simplement le temps de l'analyse du décryptage. Et c'est une pratique que nous appliquons déjà depuis de nombreuses années à la RTBF en Belgique francophone avec d'autres médias et que nous appelons avec un terme technique qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite, des propos d'incitation à la haine, d'éviter de normaliser ces propos. Alors il ne s'agit certainement pas de censure. Évidemment que la RTBF ne pratique pas la censure, mais nous ne diffusons pas ce type de propos en direct. Nous les analysons et nous prenons le temps de les décrypter et de les encadrer. C'est comment la censure, selon nos censeurs, eh bien, est une garantie à la liberté d'expression. Pour une bonne liberté d'expression, pour une bonne démocratie, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de censurer à tout va tous ceux qui pourraient justement exprimer une opinion un peu contraire à la doxa officielle, mon cher Marc Gabriel. Alors oui, le contrôle du récit, ce fameux grand récit davosien, alors ça a quand même du plomb dans l'aile au niveau mondial, on a l'impression. Justement, avec l'élection de Trump, il y a des contradictions internes justement au contrôle de l'information. Alors ça a été l'un des piliers, des éléments principaux de la déclaration de Schwab hier quand il a présenté, il a fait une introduction avant le discours du président des États-Unis, Donald Trump. Il a dit qu'il était nécessaire de lutter contre, c'est toujours un peu le même slogan, hein, lutter contre la mésinformation et la désinformation. On a eu cette affaire avec le salut de Musk, hein, qui envoyait son cœur à tout le monde autour de lui dans une séquence qui a bien évidemment été coupée, montée et tout. Et du coup, toute la petite gauche bobo, woke et compagnie est venue nous dire, ça y est, c'est le visage du national-socialisme, c'est un sécaille, etc. Bon, voilà, l'effondrement complet, définitif de cette portion de la population occidentale, c'est vautré, hein. On constatera que ce sont les mêmes qui nous disent depuis 2014 qu'il n'y a pas un seul néo-nazi bandériste en Ukraine, mais qui là reconnaissent tout de suite un type qui, en faisant des tours sur lui-même pour saluer la foule autour de lui, pose sa main sur son cœur et tend le bras. Tout le monde s'est amusé, bien évidemment, à ressortir toutes les photos où on voit Emmanuel Macron le bras levé, Obama le bras levé de la même manière, mais où là, bien évidemment, c'est le camp du bien, messieurs, dames, et donc eux, il n'y a aucun soupçon d'arrière-pensée nationale-socialiste. Voilà, enfin, c'est le délire le plus absolu. On a des diplomates qui n'aiment pas l'Afrique, qui ne connaissent pas l'Afrique, mais surtout, on a des politiques qui n'aiment pas la France. Moi, j'ai vu, là, lors de l'investiture du président Donald Trump, il aime l'Amérique, il aime les Américains, et il dit « je vous aime ».
Est-ce que vous voyez des présidents qui disent « je vous aime » Au contraire, on a des présidents qui méprisent les Français, qui méprisent la France. Enfin, on en a un particulièrement. Et en plus, qui renie son histoire quand il parle de la colonisation en disant que c'est un crime contre l'humanité et qu'aujourd'hui, il se retrouve avec l'Algérie contre lui, à bloc. Hein, alors qu'il était mal avec le Maroc, et puis il est allé au Maroc pour se réconcilier avec le roi du Maroc, avec lequel il avait des différends, pour reconnaître le Sahara, alors qu'on ne lui a pas vraiment demandé, c'était pas très important de parler de ça, il s'est positionné pour avoir les grâces du Maroc contre l'Algérie, qui aujourd'hui nous livre une guerre politique, pas encore une guerre militaire, mais une véritable guerre politique, avec une partie aussi des partis politiques français qui n'aiment pas la France ni les Français. On voit bien que l'extrême gauche, c'est le parti de l'étranger. L'Algérie n'a plus d'ambassadeur, mais ils n'en ont pas besoin. Mélenchon fait très bien le boulot. Et donc, c'est tout un mélange. Et quand j'ai vu le discours d'investiture du président Donald Trump, en 10 minutes, il a déclassé toute la classe politique française. Qui voulez-vous mettre face à Donald Trump en tant que force, qu'image, que voix ? Comme c'était la même chose pendant aussi, vous êtes un peu, vous aimez la mer, c'était le déclassement de la marine à voile en 1862, quand il y a eu la bataille entre deux bateaux de vapeur avec des canons, qui étaient le Miramac et le Monitor. C'est-à-dire que notre classe politique française est déclassée parce que on est les alliés des Américains et on doit composer avec Trump pendant 4 ans. Maintenant, c'est fait, il a investi. Donc, on a des gens qui ont craché à la figure de Trump pendant 4 ans, l'ensemble des politiques français, à part quelques-uns. Et donc, je me demande comment on va pouvoir tenir 3 ans comme ça, surtout face à l'échec humiliant du soutien inconditionnel à l'Ukraine, qui est un échec militaire, financier, moral. Donc, ça pose de véritables questions. Et je me demande comment on va pouvoir tenir 3 ans. Hervé, bonjour. L'édito international avec vous. L'Europe reste désemparée depuis lundi face à Donald Trump. Ça fait 6 mois que le retour de Donald Trump était prévisible, que l'Union européenne s'affole du traitement qu'il lui promet, la hausse des tarifs douaniers, la fin de la garantie de sécurité américaine en Europe, autrement dit la double peine. On redoute, on proteste, on pleurniche, mais rien n'a été prévu pour lui résister. Ça fait 2 mois et demi maintenant qu'il a été élu. Il a reçu 27 lettres de félicitations, mais l'Europe reste paralysée. Ursula von der Leyen lui a téléphoné pour lui annoncer que l'Europe achèterait davantage de gaz liquéfié. Les ports méthaniers en chantier feront comme un magnifique oléoduc, de quoi remplacer Nord Stream qui gît au fond de la Baltique. Et en échange, elle a réclamé l'abandon de ces hausses de tarifs douaniers. Exact. N'ayant même pas eu à négocier pour obtenir un premier avantage, le Donald ne l'a pas rappelé. Elle n'a pas osé protester quand il a réclamé le Groenland. Il ne l'a même pas invité au Capitole. Giorgia Meloni était la seule représentante du vieux continent, seule et pas peu fière. Rome s'est toujours démenée pour être la petite amie de l'Amérique en Europe. Mais ça ne sert à rien à son amie von der Leyen. Dans son discours d'investiture, Donald Trump n'a même pas cité l'Union européenne, son principal allié occidental. Les diplomates à Bruxelles réclament un rendez-vous téléphonique. En vain, ils refusent de lui parler. Les États membres ont pourtant délégué à la Commission tout pouvoir en matière commerciale. À quoi bon que l'Europe ait enfin un numéro de téléphone si personne ne le compose? Alors à Davos, Ursula von der Leyen a lancé un appel au reste du monde. Nous sommes prêts à engager un dialogue avec vous, dit-elle, si ça peut conduire à des avantages réciproques. Oui, c'est la sainte alliance des mal-aimés contre le grand méchant Trump, la confrérie de ceux qui ont peur du rouleau compresseur. Le cave se rebiffe. En réalité, les Européens restent bouche bée, stupéfaits de l'avalanche des décrets pris depuis 48 heures, de la violence du tsunami qui approche, de sa rapidité. Et toujours prêt à acheter des armes, du gaz, à financer l'Ukraine pour peu que l'Amérique continue de rouler en Mercedes. Un exemple, un seul, l'intelligence artificielle. En effet, Donald Trump a présenté hier un plan de 500 milliards de dollars pour consolider l'avance américaine et construire les infrastructures nécessaires, en commençant par un méga centre de données au Texas. Oui, von der Leyen aime raconter que l'Europe doit devenir un leader de l'innovation pour rattraper les Américains et les Chinois. Emmanuel Macron renchérit volontiers.
Paris organise le mois prochain un sommet de l'intelligence artificielle et Bruxelles vient de sélectionner 7 sites à subventionner pour construire des supercalculateurs. Tout ça devrait coûter 1,5 milliard d'euros. En face, le plan de Donald Trump, c'est 500 milliards. Dans l'ordre de grandeur, c'est l'équivalent du projet Manhattan pour construire la bombe atomique. 100 milliards tout de suite sur la table, en s'associant à une demi-douzaine de mastodontes du secteur. Et il n'a pas attendu 3 jours pour limiter les exportations de puces et passer à la trappe le projet de réglementation de l'intelligence artificielle. On comprend aussi pourquoi il tient tellement à pomper davantage de gaz et de pétrole. Les centres de données consomment un maximum d'énergie. L'Europe peut toujours se consoler avec des conférences et en regardant tourner les éoliennes. Mais même pas, il n'y a pas de vent en ce moment en Europe, Vincent. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. On n'a pas d'illusion sur la politique des États-Unis, sur les intérêts des élites des États-Unis et sur la future politique de Trump. Mais on peut trouver, d'abord on peut renouveler le dialogue, parce que quand même l'absence de dialogue entre les deux superpuissances mondiales, c'est quelque chose qui fragilise le monde. Et donc on peut renouveler le dialogue, et dans ce dialogue on peut trouver des compromis, mais pas avec les méthodes de pression qui souvent utilisent M. Trump dans les négociations avec des autres pays. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez sur l'événement évidemment de la semaine, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous nous dites ce matin, Catherine, qu'on ne peut parler de cet événement qu'en superlatifs absolus. Oui, parce que l'Amérique a élu à sa tête un extraterrestre, une force de la nature presque inhumaine, croisement entre un bulldozer et un bison, increvable, inoxydable. On ne dirait pas la même chose de ses devanciers. Joe Biden s'en va, bien fatigué. Bill Clinton et George Bush étaient présents. Oh là là, on avait peine à les reconnaître. Or, Donald Trump est plus âgé qu'eux de peu. Tous sont nés en 1946, Trump en juin, Bush en juillet et Clinton en août. Et donc c'est un Donald Trump immuable qu'on a vu avec son uniforme, costume bleu, chemise blanche, cravate rouge et bleue. Un personnage de bande dessinée en somme. Oui, et toujours son écureuil sur la tête. Et puis il y a Melania, son épouse, on l'a vu, déesse hiératique et froide, silhouette sublime, sanglée dans une tenue stricte et sombre, religieuse ou militaire, regard masqué par un chapeau qui privait son mari de toute manifestation d'affection intempestive. On ne voyait que l'ovale parfait, son sourire superbe et figé. À la tribune, plusieurs pasteurs l'ont dit, avoir une femme si belle est un don de Dieu, qu'il a aussi protégé le candidat de la balle qui devait le tuer. Et puis il y a le fils, Baron, il mesure 2,6 m à 18 ans, l'air d'en avoir 30. Un surdoué qui parle 6 langues, grand explorateur des réseaux sociaux, un peu bizarre, sûrement encombré de lui-même. Son père l'a fait applaudir. Un sacré trio. Ouais, famille hors norme, de droit divin aussi, Catherine. Et oui, c'est que Donald Trump bénéficie de tous les pouvoirs. Grâce à Dieu, dit-il, majorité dans les 2 chambres et à la Cour suprême. Son démarrage est en fanfare, pentagruélique de l'action. Armé d'un feutre noir, il n'arrête pas de paraffer les décrets d'un trait qui mange la page, mais qui démontre tout le travail fait en amont. Trump n'est pas un amateur, il va faire parce qu'il veut faire. Et il ne met aucune borne à ses désirs. Oui, il l'a mis à l'honneur qu'un seul de ses prédécesseurs, William McKinley, assassiné lors de son 2e mandat, en 1901. Un président qui aimait beaucoup les droits de douane et avait agrandi l'Amérique en intégrant Cuba, Hawaï, les Philippines. Eh bien, Trump, lui, veut planter le drapeau américain sur Mars, reprendre le canal de Panama et s'emparer du Groenland. Alors, il veut aussi être l'homme de l'appel le peacemaker. Oui, il rêve du prix Nobel, mais lui pour de vraies raisons, pas comme Obama. Alors, il se félicite déjà de la libération de 3 otages israéliens, et il n'y est pas pour rien. Tous retrouveront leur famille, promet-il, et il veut arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Assez de morts, dit-il, ce qui n'est pas un argument pour Poutine qui achète sa chair à canon chez le tyran coréen. Mais il plaide que la Russie se porte très mal, sauf qu'en économie de guerre, il y a toujours des emplois. Mais sur ce dossier-là, Trump ne veut pas être un loser. Alors son pari de tout régler en 3 jours, peut-être tout de même que ça sera plus long. La liste des surprises de Donald Trump, elle est longue. Hein. Ben oui, la fin du pacte vert, le dérangement climatique, il s'en moque. On va forer et forer encore et rouler avec des moteurs thermiques. Et tant pis pour Elon Musk, patron de Tesla. Les clandestins vont être refoulés. Ça a commencé. Les cartels terroristes éliminés. Ça a commencé. Il signe la fin du wokisme pour une société de méritocratie, de couleur, pour les hommes et les femmes. Notre heure de gloire ne fait que commencer, dit-il. Alors on prend conscience qu'avec lui, le monde a basculé, des pendules sont remises à l'heure,
quand d'autres vont se trouver bien déréglés. Et ce n'est que la première semaine du second mandat de Donald Trump. Merci Catherine Ney. Trump veut le retour de l'industrie et veut faire des États-Unis la première nation mondiale, la première nation des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Et il va s'en donner tous les moyens et l'argent dont il ne dispose pas, car Elon Musk a annoncé sur X que ce que proposait Donald Trump avec d'autres patrons de la tech, eh bien, pour le moment, n'était pas finançable. Trump va le trouver ailleurs, et en particulier dans l'Union européenne. Et Trump annonce, en plus, une annonce massive de baisse d'impôts, spécifiquement pour les ouvriers et les classes moyennes. On verra si ça se fait. Mais surtout, en ce qui nous concerne, Européens, à Davos, Trump a déclaré clairement son hostilité envers l'Union européenne. Il considère que l'Union européenne, accrochez-vous bien, a été injuste et inamicale envers les États-Unis. Le bâton de l'empereur de Washington va frapper ses petits vassaux européens très 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 dur. Pourtant, c'est déjà le cas. Mais Trump, lui, va le faire sans ménagement, sans mettre de gants, violemment. Visiblement, vendre du GNL 3 fois plus cher que le gaz russe, ça ne suffit pas à Donald Trump. Joe Biden l'a fait pourtant. S'aborder l'économie européenne ne suffit pas. Aspirer son industrie, je vous ai parlé de Stellantis ce jour même, mais c'est déjà BMW, Volkswagen, BASF, pour ne prendre que quelques très grandes entreprises allemandes qui ont déjà délocalisé une partie de leur production aux États-Unis. Forcer l'achat de matériel de guerre américain ne semble pas avoir suffi. Détruire Nord Stream non plus. Ce n'est pas assez. Washington veut plus de tribut de ses vassaux, car c'est exactement de cela dont il s'agit, de tribut versés par des vassaux. Il y a une politique du chaos, quelque part, qui s'est progressivement implantée sur la planète. Et cette politique du chaos, elle a joué contre nous. Elle a joué contre l'Occident. Elle a joué contre, finalement, notre prééminence, nos valeurs, quelque part, ce que nous voulions apporter au monde, ce qui n'était pas forcément mauvais, mais on est devenu les fauteurs de troubles, les semeurs de mort, ce que dit Trump finalement. Et je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante, et là je vais la lier à la réalité journalistique, c'est qu'à chaque fois, j'ai un petit peu de bouteille, j'ai couvert pas mal de conflits, j'ai vu, écrit sur beaucoup de crises, j'ai toujours noté qu'il y a toujours le même processus qui se produit. Je prends 3 exemples. La guerre en Irak, la guerre en Syrie et la guerre en Ukraine. Mais vous pouvez prendre aussi Mogadiscio, c'était un peu la même chose, sauf que c'est un peu plus difficile puisque les Américains sont partis, bref. Mais je parle de guerre qu'on a menée jusqu'au bout. Vous prenez la guerre en Ukraine et vous prenez la guerre en Libye. La guerre en Irak, pardon. À l'époque, moi je me trouvais jeune reporter à la rédaction de Paris Match. Je n'avais pas la chance ni le privilège d'aller couvrir le conflit irakien, je faisais des histoires en France, mais j'étais au diapason de ce qui se passait dans ma rédaction. Nous avions 2 membres de l'exécutif, qui étaient Dominique de Villepin et Jacques Chirac, qui courageusement bataillaient pour représenter la France contre la volonté des Américains, qui nous expliquaient bien qu'ils allaient y aller, qu'il fallait renverser Saddam, que le Saddam qui, pris, on va dire, 3 ans plus tôt, n'était pas un saint, mais enfin était globalement un dictateur et point barre. Là, le portrait, on avait glissé vers le nouvel Hitler, le problème du diable, désignation du diable. Et je renotais qu'au niveau de ma rédaction, la plupart des rédacteurs en chef et de la direction étaient en faveur de la guerre en Irak. J'en étais choqué parce que je me disais, nous, Français, j'avais la conviction que la position de Villepin, et j'ai eu l'occasion de lui dire après, de le rencontrer, que la position de la France, c'était le grand sursaut géopolitique de la France, le grand sursaut diplomatique, notre acte finalement de courage face au monde que beaucoup de pays ont apprécié, de dire non, cette guerre est injuste, comme dit Villepin dans son discours devant l'ONU, le vieux continent qui a connu les guerres, qui vient expliquer à cette jeune Amérique, encore jeune, qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas faire cette guerre. Voilà. Et Villepin qui a raison sur toute la ligne.
toute la ligne. C'est une guerre qui a été basée sur du mensonge vendu au monde et aux Américains sur des preuves truquées. Colin Powell avec sa fiole à l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée nationale, vous voyez, au Conseil de sécurité, les armes de destruction massive. Donc mensonge, illégalité. C'est une guerre qui n'est pas validée par les Nations Unies. Il n'y a pas de coalition internationale, même si les Américains, à chaque fois, essayent de retrouver un vernis de légal en prenant tous les pays à leur solde qui payent grassement. Alors vous avez la Géorgie qui va participer, le Pérou et Nauru, ou des atolls du Pacifique comme ça, sont bien contents d'avoir les subsides de l'oncle Sam, donc ils vont envoyer 3 soldats. C'est ça leur coalition. Et cette coalition, je pense, je me l'ai constaté sur place, je les ai vus, ces soldats, dans la Green Zone à Bagdad. Donc toutes ces expériences-là, je les ai vues, je les ai vécues vraiment à fond. J'ai vécu l'Irak longtemps, j'ai passé beaucoup de temps avec les Américains. Mais ce que je veux dire, c'est que la narration, et c'est le mot important, je pense, c'est le mot qu'il faut garder à l'esprit, c'est que à chaque fois qu'il se produit une guerre comme ça, il y a une narration imposée qui va exister pendant, on va dire, les premiers mois, jusqu'à ce que des difficultés commencent à venir. Jusqu'à, on va dire, de mars à novembre 2003, mars, début de la guerre, novembre, début d'un mouvement sérieux d'insurrection qui commence à tuer des soldats américains. Donc moi, à l'époque, je suis correspondant de Paris Match aux États-Unis, j'ouvre mes chaînes, je vois le caporal machin a été tué aujourd'hui. 3 soldats américains ont été tués dans leur véhicule, souvent d'ailleurs sans voir l'ennemi, une bombe sous la route. Et progressivement, les Américains se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? On nous avait vendu ça devait être des tapis de rose, et là on va tuer nos novembre 2003, pareil, 4 contracteurs du groupe Blackwater, groupe privé de contracteurs, et sortis de leur véhicule, tués par la population de Fallujah, pendus à un pont. Là, c'est la stupeur. On se dit, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que on va commencer à échapper à cette narration. Mais avant ça, vous ne pouvez rien dire. Si vous dites quelque chose, vous êtes dans le camp d'en face. Vous êtes un suppôt de Saddam. Comme avec la guerre en Ukraine, j'ai vu la même chose, suppôt de Poutine. Avec Bachar el-Assad, j'ai eu l'insigne, on va dire, l'infamie d'aller l'interviewer. On m'a accusé d'être à la solde de Bachar el-Assad. Donc je connais, j'ai vécu le truc, ça m'a coûté de parfois contester, de se dire, attendez, c'est pas tout à fait comme ça, puis c'est intéressant de savoir ce que le camp d'en face en pense. Non, on ne peut rien. Donc il y a une narration. Hillary Clinton, d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé la phrase, mais a fait une citation justement expliquant qu'il y a une narration et que les faits, finalement, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la narration. Vous vous rendez compte? La suspension pour 90 jours de tous les programmes d'assistance militaire à tout autre pays du monde. C'est-à-dire que là, et ça va donc toujours dans le sens de ce que nous disons ici avec Stratégique, pour l'Ukraine, on en a parlé un peu mardi matin dans la matinale avec Nicolas Stocker, c'est un problème, et c'est également un problème pour Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette suspension pour 90 jours fait que Israël ne peut plus mener une guerre de haute intensité comme celle qu'elle vient de mener contre la bande de Gaza ou contre le Liban. Ce n'est plus possible. Alors, il y a bien sûr, je l'imagine, des stocks qui ont été faits avec les livraisons précédentes. Alors ça ne veut pas dire donc que demain matin, Israël n'a plus une bombe à guidage laser ou ce genre de choses. Mais ça veut dire qu'elle ne peut plus mener des offensives d'envergure à long terme. Et on verra dans 90 jours si tout ça revient ou pas. Donc, en Corée du Sud, le bureau d'enquête sur la corruption réclame l'inculpation de Yoon Suk-yeol. Les enquêteurs l'estiment coupable d'abus de pouvoir et de rébellion. Selon la loi sud-coréenne, la rébellion est passible de la peine de mort. Le parquet a désormais 11 jours pour lancer ou non des poursuites contre le président. Yoon Suk-yeol est suspendu de ses fonctions depuis le 15 décembre et il a été interpellé le 15 janvier. Yoon Suk-yeol a été démis de ses fonctions pour avoir proclamé la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement dans la nuit du 3 au 4 décembre. Le président suspendu dément avoir donné l'ordre à l'armée d'expulser les députés de l'enceinte du Parlement. Yoon Suk-yeol fait également l'objet d'un procès en destitution devant la Cour constitutionnelle. Les 8 juges ont jusqu'à la mi-juin pour décider de démettre définitivement Yoon Suk-yeol ou au contraire de le rétablir dans ses fonctions.
L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a apporté un soulagement à Gaza. Depuis le début du cessez-le-feu, le 19 janvier, des convois de camions remplis de marchandises et de carburant entrent chaque jour dans la bande de Gaza. Cela a entraîné une baisse des prix. Après 15 mois de pénurie pendant le conflit avec Israël, divers types de denrées alimentaires et de produits de base sont désormais disponibles sur le marché local. L'approvisionnement en nourriture et en médicaments permettra d'améliorer la nutrition de tous les habitants de la région. Avant la trêve, nous n'avions pas ces produits. Maintenant, avec la trêve, le poulet, le riz et les rations sont disponibles. Nous espérons que les prix vont continuer à baisser pour que les gens puissent acheter ces produits en raison de leurs besoins urgents. Dans le même temps, les restaurants locaux ont rouvert leurs portes après avoir effectué des réparations et reconstitué leur stock de bœuf et de volaille. 4 mois avant la trêve, le restaurant était fermé. Maintenant, il a été ouvert pendant des jours après la longue fermeture parce que les marchandises n'étaient pas là et les prix étaient élevés, car le prix d'un kilo de viande a atteint 190 shekels. Maintenant, il est passé à 50 shekels. Les organisations humanitaires de l'ONU et les ONG ont repris la distribution de colis alimentaires aux personnes déplacées qui ont souffert d'une grave insécurité alimentaire pendant les combats. La malnutrition est très répandue. L'Organisation mondiale de la santé estime que les habitants de Gaza sont toujours confrontés à un risque de famine. C'est la première aide que je reçois depuis plus de 6 mois. Avec le début de la trêve, l'aide a commencé à revenir. Je ne travaille pas en ce moment. Il m'est très difficile de pouvoir acheter de la nourriture ou quoi que ce soit pour mes enfants, même avec l'entrée des marchandises, car nous n'avons aucun revenu au départ. Les termes de l'accord de cessez-le-feu prévoient que 600 camions d'aide humanitaire, dont 50 transportant du carburant, entrent dans le territoire chaque jour. Cette aide permettra de répondre aux besoins généralisés. Bien que le flux d'aide à Gaza se poursuive depuis qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu en début de semaine, les habitants de Gaza affirment que de nombreux biens et produits manquent encore. Beaucoup d'autres se plaignent de ne pas pouvoir s'offrir les produits disponibles sur le marché local. Au moins, l'aide parvient maintenant à de nombreuses personnes. International, c'est tous les vendredis avec vous, Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Pour l'instant, le cessez-le-feu tient à peu près à Gaza et normalement, on devrait avoir une nouvelle libération d'otages israéliens demain samedi. Mais à quelques kilomètres de là, en Cisjordanie, la tension est à son comble. Pourquoi donc ? Alors, la Cisjordanie, Thomas, c'est l'autre front du conflit. Un front certes moins visible au quotidien que Gaza, mais également meurtrier. Depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, 850 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par l'armée ou des colons israéliens. La Cisjordanie, c'est avec Gaza et Jérusalem-Est, l'autre territoire occupé par Israël depuis 1967, territoire où l'État hébreu a implanté plus de 400 000 colons en violation du droit international. C'est là qu'un État palestinien devait ou devrait encore voir le jour, mais aux yeux d'Israël, la Cisjordanie est un territoire disputé et avec la droite ultranationaliste et religieuse au pouvoir, c'est la Judée-Samarie biblique qu'il n'est pas question de céder aux Palestiniens. D'où une recrudescence des affrontements violents et une autorité palestinienne impuissante. L'autorité palestinienne ne contrôle en gros que les villes de Cisjordanie, mais sa collaboration sécuritaire avec Israël lui vaut d'être sévèrement critiquée par de très nombreux Palestiniens. C'est ce qui se passe par exemple depuis des mois dans la ville de Jenin, où l'armée israélienne a lancé ces derniers jours dans le camp de réfugiés une opération militaire impliquant des centaines de soldats, appuyés par l'aviation, des drones de combat et des bulldozers blindés. Objectif, éliminer des activistes palestiniens qui s'en prennent aux colons et parfois lancent des attaques en Israël même. L'autorité palestinienne, sur injonction de l'État hébreu, doit alors intervenir. Position intenable entre le marteau israélien et l'enclume de sa base en colère. Israël reproche à cette autorité palestinienne un laxisme, accuse également l'Iran d'envoyer des armes et finit donc par intervenir. Bilan, hier par exemple, 13 Palestiniens sont morts et la spirale de la violence de nouveau enclenchée. Mais ce nouveau front en Cisjordanie, Georges, peut-il remettre en cause la trêve à Gaza et la libération d'otages israéliens ou c'est vraiment deux dossiers entre guillemets distincts? Plutôt distincts. A priori, on ne devrait pas assister donc à un nouveau front, en fait, un impact, sur les libérations d'otages israéliens, mais il y a un autre facteur qui pourrait à moyen terme attiser encore les violences, c'est Donald Trump. Les États-Unis pourraient en effet ne pas s'opposer à l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie par Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne s'en cache guère. Cela rendrait beaucoup plus difficile toute restitution future de cette Judée-Samarie pour en faire un État palestinien. Ainsi s'accomplirait le rêve du grand Israël biblique de la Méditerranée au Jourdain, pour le plus grand plaisir des colons extrémistes qui se sentent encouragés dans leurs attaques de villages palestiniens comme
lundi dernier encore. Certains de leurs plus ardents défenseurs sont au gouvernement de Netanyahou. Ils profitent de la passivité parfois des forces de sécurité israéliennes, tandis que Donald Trump vient de lever les sanctions prises par Joe Biden contre les plus violents de ses colons. Bref, après les drames du 7 octobre en Israël et de Gaza ensuite, on assiste bel et bien à la mise en place d'un cocktail explosif en Cisjordanie cette fois. Le ministère palestinien de la Santé rapporte que 2 autres Palestiniens ont été tués lors d'une opération israélienne en Cisjordanie. L'armée israélienne affirme que les 2 personnes qu'elle a pris pour cible avaient participé à un attentat qui a tué 3 Israéliens et en a blessé plusieurs autres plus tôt ce mois-ci. Pour le 3e jour consécutif, l'armée israélienne mène une opération militaire de grande envergure baptisée Mur de fer à Jénine et dans le camp de réfugiés qui l'entoure. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que l'opération vise à éradiquer le terrorisme à Jénine et prétend que l'Iran est à l'origine des activités militantes anti-israéliennes dans la ville. 10 personnes ont été tuées mardi. Les violences se sont produites alors que l'accord de trêve entre Israël et le Hamas entrait en vigueur. Le préalable de l'aide française à l'Afrique, aux pays africains, sera l'adhésion à un processus démocratique. Donc là, il y a déjà une sorte on commence à plus s'entendre. Ensuite, il y a le discours de Dakar, lui écrit par Henri Guénaud, de Sarkozy, donc l'homme noir qui a manqué son rendez-vous avec l'histoire. Donc on retiendra cette phrase, même si le reste est très très pro-africain. Enfin, il y a plein de formules et Henri Guénaud est un connaisseur incroyable de l'Afrique. Donc on a gardé le passage qui fâche, mais le passage qui fâche va avoir des répercussions et un nombre de chocs absolument incroyable. Et ensuite, il va se produire cette intervention Barkhane, d'abord Serval en 2013, Barkhane en 2014, qui va faire que les soldats français, il y a d'autres circonstances, il y a l'affaire Gbagbo aussi, et l'intervention des forces spéciales en Côte d'Ivoire, le fait qu'on soit chassé en gros de l'Est de l'Afrique par les Américains et les Anglais, ou globalement par les Anglo-Saxons, l'affaire du Rwanda qui nous pèse comme un poids. Et si vous voulez, tout ça accumulé va faire que l'image de la France en Afrique va se dégrader. Mais je pense que globalement, on avait une chance avec l'affaire du Mali et la conséquence, les menaces des groupes djihadistes et notre intervention. Souvenez-vous, à l'époque, moi je me souviens, dans les villages, les enfants hurlaient François Hollande. Quand j'ai fait la dernière opération sur Barkhane avec les forces spéciales françaises, les enfants, on les voyait plus parce que le village était globalement tenu par des islamistes et il n'y avait plus du tout de célébration. On nous demandait de partir. Donc on est resté trop longtemps et avec Emmanuel Macron, il y a eu effectivement cette sublime arrogance. Le président du Burkina qui dit ah oui, il se lève, il va réparer la clim. Bref, une suite et vous avez raison d'évoquer l'affaire du Cameroun aussi. Bref, là tout à coup, ce n'est plus le colonisateur, c'est l'arrogance qui arrive. Et surtout, ce qui est très important avec l'ambassadeur LGBT, et ça c'est une chose auquel j'ai beaucoup parlé en Russie, au Mali aussi avec les Maliens, c'est que c'est plus simplement le colonisateur, celui qui vient piquer les richesses, c'est lui qui vient vous expliquer que votre mode de vie n'est pas le bon. Ça c'est très important, c'est-à-dire que vous représentez une menace pour leur mode de vie. Système LGBT, l'horizon indépassable de l'humanité, ce n'est pas un homme et une femme, on peut transiter de l'un à l'autre. Ça, c'est absolument insupportable pour beaucoup d'Africains. Robert Fico accuse l'opposition slovaque de préparer un coup d'État, alors que les manifestations se poursuivent dans le pays contre ses positions considérées comme pro-russes. Lors de son discours devant le Parlement slovaque, le Premier ministre a rejeté les allégations de ses opposants et a réaffirmé son attachement à l'Union européenne et à l'OTAN. Il a toutefois déclaré que son pays ne pouvait pas rester statique face aux évolutions actuelles. Vidíme štruktúru, ktorá chce zneužiť tieto stretnutia a tieto mítingy, predovšetkým na možný stret s bezpečnostnými zložkami štátu, aby ešte viacej sa eskalovalo napätie, aby ešte viac dochádzalo k agresivite. Des manifestations ont éclaté en Slovaquie en décembre dernier, après la rencontre de Robert Fico avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou.
Le Premier ministre slovaque a par ailleurs suspendu l'aide militaire du pays à l'Ukraine et s'oppose aux sanctions européennes contre la Russie. Une motion de censure à son encontre a échoué cette semaine. Celle-ci a été déposée par le principal parti d'opposition qui accuse Robert Fico de préparer la sortie de la Slovaquie de l'UE. Plus de 260 écoles hongroises ont reçu des alertes à la bombe jeudi matin. Un message envoyé aux adresses électroniques officielles des établissements indiquait qu'une bombe avait été placée dans leur bâtiment et menaçait de les faire exploser. Le ou les auteurs de la lettre voulaient dénoncer les agissements du gouvernement accusé de mener une guerre contre les musulmans. Itt az ideje, hogy áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Mostantól az önbiztonsága már nem garantált. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlányai városaitokat veszik célba. Les écoles concernées ont été évacuées. La date de la reprise des cours est inconnue. Az óbudai Harrer Pál általános iskola az egyik olyan intézmény, amit érintett a bombariadó. A gyerekeket mind elvitték az épületből, de a táskáikat itt kellett hagyniuk. Azokat tűzszerészek vizsgálják át az épülettel együtt. Certains élèves ont attendu leurs parents dans des bâtiments municipaux. D'autres ont attendu dans des bus de secours envoyés par la société de transport public. Les élèves avaient des sentiments mitigés à propos de l'alerte à la bombe. Egyik része örült neki, másik része pedig hát majd megfagyott, mert sokan megijedtek, mert hogy azért, hogy bombariadó, azért nem minden nap fordul elő, hála Istennek. Des alertes à la bombe massives similaires avaient été lancées dans des écoles bulgares mercredi et dans des écoles slovaques et tchèques à l'automne dernier. Le chef de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, Friedrich Merz, a promis de prendre des mesures contre l'immigration clandestine s'il est élu chancelier le mois prochain. Le dirigeant du parti d'opposition affirme qu'il interdirait l'entrée dans le pays aux personnes sans papier en règle et qu'il augmenterait les expulsions. Cette déclaration intervient au lendemain d'un attentat qui a fait 2 morts, dont un enfant et 3 blessés, à Aschaffenburg en Bavière. Ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und jetzt Aschaffenburg die neue Normalität in Deutschland sein sollen. Das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik. Cette attaque survient à un moment politiquement sensible, puisque les élections fédérales allemandes se tiendront le 23 février. Un scrutin anticipé qui fait suite à l'effondrement de la coalition dite en feu tricolore en novembre dernier. Le soutien aux sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz, aux Verts et aux libéraux-démocrates est en baisse. Parallèlement, les intentions de vote augmentent sensiblement pour les partis d'opposition. L'Union chrétienne démocrate et l'Alternative pour l'Allemagne d'extrême droite. Les producteurs roumains de pommes de terre sont confrontés à la hausse des coûts et à la pénurie de main-d'œuvre. Cette situation est à l'origine d'un déclin de la production de pommes de terre dans le pays qui dure depuis des années. En 2024, la Roumanie a connu sa plus faible récolte de pommes de terre en 8 ans, bien qu'elle représente près d'un tiers des exploitations européennes. Malgré une production qui atteint un niveau historiquement bas, la demande continue d'augmenter, ce qui entraîne une hausse des importations qui se répercute sur les prix. S-a terminat cu vânzările. Foarte slab. S-a scumpit. Înainte luam cu 2 lei, 2 lei 50, acum e 3, 3 jumate. Depinde fiecare cât are de mult. Pour répondre à la demande, la Roumanie importe des pommes de terre, principalement de Pologne, mais la production polonaise a également diminué ces dernières années, ce qui pourrait poser d'autres problèmes de pénurie à la Roumanie. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui. A essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi.
Même des SMS, vous parlez des SMS. Alors, comment ils ont essayé de bloquer ? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction. Eh bien, c'était qui, Richard Ferrand ? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que sur le principe, juste sur le principe, c'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Au moins 7 années de présence en France, contre 3 jusqu'à présent. Les sans-papiers devront désormais attendre plus longtemps pour espérer être régularisés de manière exceptionnelle, soit par le travail, soit pour motif familial. C'est l'une des nouveautés de la circulaire de Bruno Retailleau envoyée au préfet. La voie d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas la voie normale d'immigration et d'accès au séjour. Visant des étrangers en situation irrégulière, elle doit demeurer une voie exceptionnelle. Un dispositif qui permet par exemple de régulariser des employés ou à des universités de conserver certains étudiants. Les critères ne changent pas, mais ils se durcissent, comme pour la maîtrise du français désormais indispensable. Les profils jugés dangereux seront également écartés. Le niveau d'exigence en termes d'intégration des étrangers à notre société doit être renforcé, notamment au travers de leur engagement à respecter les valeurs de la République. L'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger en situation irrégulière ne peut intervenir qu'en l'absence de menace à l'ordre public. En 2023, la circulaire précédente, dite Valls, avait permis à plus de 34 000 personnes d'obtenir des papiers. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.